Bonjour, première étape sur le module statistique inférentiel, on va apprendre à manipuler la théorie de l'échantillonnage. C'est-à-dire que on ne va jamais étudier de manière exhaustive ce qu'on produit, ce qu'on fait, etc. Exhaustive, c'est-à-dire que on va jamais tester toutes les pièces. Alors on dit jamais, si, moi j'ai notamment visité des entreprises qui ne testaient pas une pièce sur 2 ou une pièce sur 20, non, ils testaient intégralement tout. Et là du coup, il n'y a pas de probabilité à faire et d'échantillonnage, puisqu'en fait, toutes les pièces sont systématiquement testées. Bon, ça arrive pas forcément très souvent. Lorsque vous êtes sur du process en grande série, forcément vous allez tester qu'une partie de la production, c'est-à-dire un échantillon pris de la population globale. Donc la vidéo que je vais faire, c'est une vidéo qui accompagne en fait le cours, avec je vais juste reprendre le cours en PDF que je vous ai donné et vous donner des explications supplémentaires pour pouvoir bien comprendre, parce que c'est un petit peu technique. Donc l'objectif en fait, c'est qu'on va se baser sur la loi faible des grands nombres, qui dit que finalement, quand je disais tout finit par ressembler à une loi normale, on a même un phénomène dit asymptotique, et le théorème de la limite centrée, qu'on avait vu précédemment, un peu rapidement, dans le chapitre précédent, va nous permettre d'aller beaucoup plus loin et de construire des lois prévisionnelles. Donc le but en fait, ça va être de construire des fourchettes d'estimation théoriques, c'est-à-dire des fourchettes d'estimation, voilà ce qu'on devrait avoir si tout se passe bien. Ces fourchettes théoriques, alors on n'appelle pas ça des fourchettes, on va commencer à mettre en place le vocabulaire qui convient, on appelle ça des intervalles de confiance. On a entendu déjà ce terme en statistique. Ce sont des intervalles prévisionnels qui vont pour nous être, entre guillemets, la norme acceptable, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il va falloir qu'on crée ce qu'on appelle, qu'on mette en place des distributions d'échantillonnage. Qu'est-ce que c'est qu'une distribution d'échantillonnage ? Distribution, c'est l'autre terme pour loi. Nous, on a souvent employé le terme loi, la loi normale, la loi binomiale, etc., la loi de Poisson. Mais on peut aussi utiliser le mot distribution. Distribution de Poisson, distribution normale, distribution binomiale. D'ailleurs, sur les calculatrices, c'est marqué dist. Eux, ils emploient plutôt le terme, il y a distrib notamment sur les TI. Donc, comment on va créer la loi d'échantillonnage? Alors, on aura deux cas à faire, parce qu'on va pouvoir faire deux types d'exercices. Soit vous allez tester une donnée physique, par exemple, sur un élément, c'est-à-dire vous allez tester un diamètre, une longueur, un anthrax, donc ça c'est des données physiques, mais ça peut être aussi un temps de production ou une durée de vie, peu importe. Ça, ce sont des distributions de moyenne. On va être sur des X-bar. Et après, vous pouvez aussi tester des pourcentages. C'est-à-dire que plutôt que de tester des diamètres, des choses comme ça, en fait, non, on va tester le pourcentage de pièces au hasard non conformes, puisque c'est le terme qu'on a employé le plus souvent, le cas qu'on a rencontré le plus souvent dans les exercices. Donc, le taux de rebut qu'on va surveiller au fur et à mesure, etc. Et là, on n'est plus sur du X-bar, on est sur des fréquences, puisqu'on n'appelle pas ça des pourcentages, on appelle ça plutôt des fréquences. Et donc, on va suivre une fréquence. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment on met en place la théorie de l'échantillonnage sur des moyennes. Donc, à la fin, il faut qu'on ait cette formule-là, qui d'ailleurs est la formule qu'on avait trouvée sur le théorème de la limite centrée, mais je réexplique, et notamment en mettant un contexte industriel derrière, pour bien comprendre ce qu'on va faire. On va prendre une population d'effectifs, grand N. Ça, c'est notre production globale. D'accord ? C'est la production alors journalière, mensuelle, hebdomadaire, peu importe. C'est notre oméga, si vous voulez. On va étudier un caractère sur chaque individu. Donc là, c'est ce que je vous ai dit. Ça peut être sa durée de vie, ça peut être une dimension, enfin ça peut être n'importe quoi. Et ce caractère, en fait, on sait qu'on a deux choses, on a la moyenne et l'écart type sur la population globale. C'est-à-dire que, en général, quand je fabrique un certain nombre de pièces, le mu et le sigma, c'est le mu et le sigma théorique que je dois avoir. C'est-à-dire que ça va être, si vous êtes sur une dimension, ça va être votre cote nominale,
Si vous êtes sur une durée de vie, ça sera votre NTBF, etc. etc. Et le sigma, c'est l'écart type qui va nous donner une dispersion des données ou pas. Donc ça, le mu et le sigma, c'est le mu théorique et le sigma théorique de toute la population. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un échantillonnage. Donc, quand on fait un contrôle qualité, qu'est-ce qu'on fait? On ponctionne un certain nombre de pièces et on fait un échantillon. Et on va tester l'échantillon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un premier échantillon. Ça, c'est mon premier contrôle qualité, de taille petit n. Et je vais calculer la moyenne et l'écart type de cet échantillon. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je fais des statistiques. Je vais avoir x bar 1, donc ça c'est la moyenne du premier échantillon, et le sigma 1, c'est donc l'écart type du premier échantillon. C'est le contrôle qualité que je fais le premier jour, le lundi. Normalement, le x bar 1 et le sigma 1 ne devraient pas être très éloignés du mu et du sigma. Le vrai mu, la vraie moyenne, est le vrai écart type de toute la population globale. Je remets toutes mes pièces dans le paquet et je fais un deuxième échantillon. Et dans mon deuxième échantillon, qu'est-ce que je fais? Je prends la moyenne et l'écart type de ce deuxième échantillon, de mon deuxième contrôle qualité. Et là, pareil, ces deux chiffres-là ne devraient pas être très éloignés du mu et du sigma, loi faible des grands nombres. Et je fais ça une troisième fois, puis une quatrième fois, etc., etc., etc. Donc, moi, ce que je voudrais, ce serait construire la loi prévisionnelle d'un échantillonnage. C'est-à-dire, mon x bar et mon sigma suivent quelle loi? Comment je pourrais essayer d'avoir une estimation? C'est-à-dire, je ne vais pas faire mon échantillonnage, là je suis dans le prévisionnel puisque je fais des probabilités. Comment je vais construire ma loi prévisionnelle de mon x bar? Et donc c'est pour ça qu'on va appeler ça grand x bar. Je mets un grand X en majuscule parce que je suis en train de faire des probabilités. Et cette loi prévisionnelle, donc on va appeler ça une distribution d'échantillonnage. Distribution étant le même nom que loi. C'est la loi d'échantillonnage d'une moyenne, des moyennes donc de mon échantillonnage. Cette variable, ça va être, alors une loi normale, oui, puisqu'on a dit que tout finissait par ressembler à une loi normale, alors j'ai bien mis du environ égal, parce que c'est une approximation, et il faudra donc calculer ces deux termes-là. Alors il va falloir comprendre les deux, ici, les deux données, et vous allez voir que c'est assez facile à comprendre, et notamment le premier. Petit détail que j'ai omis de préciser, bien évidemment, à chaque fois, je mets la même taille pour tous mes échantillons. Ça, c'est une erreur classique, c'est je teste 50 pièces et le lendemain, j'en teste 40. Et puis le surlendemain, j'en teste 80. Il faut toujours avoir, pour qu'on puisse comparer les choses, avoir le même nombre de pièces. Et il faut même, au-delà de tout ça, que mon échantillonnage soit fait de manière intelligente et soit fait toujours de la même manière. Parce que si vous changez la façon dont vous ponctionnez les pièces d'une journée à une autre, vous ne faites pas le même échantillonnage, vous ne faites pas le même test qualité, et donc forcément, si les conclusions sont différentes, il ne faudra pas se plaindre. Donc, pourquoi j'ai mu ici sur ma loi normale? Oui, regardez bien, si le premier échantillon, j'ai une certaine moyenne, et puis qu'elle est un petit peu en dessous le mu normal. Peut-être que le deuxième échantillon, il sera un petit peu au-dessus. Et puis peut-être qu'en dessous, pour le troisième échantillon, il sera... voilà. Mais de manière générale, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez forcément avoir, si vous avez une cote nominale à 50, si vous prenez 2000 pièces, et que vous faites la moyenne des 2000 cotes que vous avez testées, votre moyenne ne devrait pas être très éloignée de la cote nominale. Donc c'est pour ça que l'axe de symétrie de notre loi normale va être à mu. Par contre, le sigma, c'est quoi? Le sigma, c'est l'indicateur qualité. Si on prend par exemple une cote nominale, le sigma, c'est votre indicateur qualité de précision de votre machine, de la fabrication de votre produit. Donc vous allez avoir une machine qui va être capable de gérer le fameux, 50 mm de diamètre de votre pièce à plus ou moins 1 mm. Donc le plus ou moins 1 mm, c'est votre capacité de qualité de votre machine. Qu'est-ce qui va se passer? Le sigma ici, c'est le sigma pour une pièce. Le sigma ici, c'est le sigma de la moyenne des n pièces.
Donc forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous vous souvenez, dans le chapitre précédent, quand on additionne deux variables aléatoires, est-ce que les sigmas s'ajoutent? Non, il fallait faire Pythagore. Parce que un plus ou moins 3 et un plus ou moins 4, ça ne fait pas un plus ou moins 7. Et bien là, ça va être la même chose. Vous allez additionner les erreurs et faire la moyenne, entre guillemets, la moyenne des erreurs sur vos n pièces. La formule ici, on ne la démontre plus, il faut juste la prendre pour argent comptant. C'est que le sigma ici, c'est le sigma individuel, c'est le sigma pour une pièce, et ça, c'est le sigma pour la moyenne des n pièces. Et pour faire ce sigma-là, vous prenez la sigma d'une pièce divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Donc à chaque fois, ce sigma sur racine de n, c'est la variation, l'erreur qu'on va avoir sur la moyenne des n pièces. Vous prenez l'erreur, le sigma d'une pièce, et vous divisez par la racine carrée de la taille de l'échantillon. D'ailleurs, vous allez voir que dans les exercices, assez souvent, on va prendre des échantillons de taille 100, de taille 400. Pourquoi 100, 400? Parfois on prendra 69. Parce que tous ces chiffres-là sont des carrés parfaits. Et que quand on va faire racine de 100, ça fait 10, et donc du coup je divise par 10 la fluctuation. Si je prends 400 plutôt que 500, la racine de 400 ça fait 20. Donc je vais avoir ma fluctuation, mon sigma, qui va être divisé par 20. Et ça permet de faire des calculs de tête. On va le faire sur un exemple, pour que ça soit beaucoup plus clair. Parce que pour l'instant je ne pense pas que ça soit clair pour tout le monde. On va reprendre l'exemple que je viens de faire avec des chiffres. On prend une production et on produit 10 000 pièces par jour. Donc ça c'est le grand N, c'est la population globale. On reviendra sur le grand N à la fin de l'exercice. Et qu'est-ce que je vais contrôler? Je vais contrôler un diamètre. Donc mon diamètre, normalement, pièce par pièce, on sait que on va avoir ici un mu à 150 et un sigma à 2. C'est-à-dire que une pièce, d'accord, doit faire 150 mm, ce que vous appelez souvent la cote nominale, et c'est du plus ou moins 2 mm, ça c'est notre indicateur qualité de production, c'est-à-dire que je suis capable de faire à plus ou moins 2 mm une grosse majorité de pièces. Alors je ne vais pas dire 68, parce que si vous regardez ici, je n'ai pas dit que x, mon diamètre, suivait une loi normale. Peu importe la loi que suit grand X, X bar suivra une loi binomiale, une loi normale, pardon, mais ici, peu importe la loi qu'il suit. D'ailleurs, c'est même pas indiqué, et en fait, on s'en fiche un petit peu. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est un contrôle qualité sur 100 pièces. Et donc, on va modéliser la loi qui va nous donner la moyenne des 100 pièces. Donc je vais appliquer ma formule, c'est-à-dire que pour le mu de mon X bar, je prends le mu d'une pièce, 150, et pour le sigma, je prends le sigma d'une pièce, 2 mm, divisé par racine de 100, divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Tout ça se fait tête, bien évidemment, parce que racine de 100, ça fait 10, et 2 divisé par 10, ça fait 0,2. C'est-à-dire que le 0,2, c'est la fluctuation sur la moyenne des 100 pièces. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, j'en fais quoi? Eh bien, je vais en faire la chose suivante. Voilà l'application qu'on va avoir. Donc, j'ai ma loi prévisionnelle de mon X bar, de la moyenne de mes 100 pièces, que je vais faire quand je ferai mon contrôle qualité, parce que pour l'instant je ne l'ai pas encore fait, je suis en train de le modéliser. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux par exemple déterminer le réel H de façon à avoir 95% de ma courbe. Comme c'est une loi normale, ça je sais faire. Je sais faire, la calculatrice aussi, mais moi je sais le faire de tête, c'est-à-dire que si je veux avoir 95% de taux de sûreté de mon résultat, qu'est-ce que je fais? Je sais que pour avoir 95%, l'intervalle, mu moins h, mu plus h, il faut que je prenne 2 sigma. Alors c'est pas tout à fait 2 sigma, c'est 1,96. Donc pour que ça soit plus précis, je vais prendre le 1,96. Donc vous prenez votre sigma. Alors attention, on prend le sigma, non pas d'une pièce, on prend le sigma qu'on a calculé, la fluctuation pour la moyenne des 100 pièces. Donc on avait trouvé 0,2. Quand vous faites 1,96 fois 0,2, vous trouvez 0,392. D'accord? Et donc, 95% de la courbe va être dans cet intervalle-là. Donc l'intervalle, je reconstitue ici. Donc je suis centré à 150, toujours pareil, c'est l'axe de symétrie de ma loi normale, et je fais plus ou moins mon 0,392. Ça me fait 149, 608 et 150, 392. Et maintenant, on arrive au point essentiel, c'est, je viens de construire un intervalle de confiance. Le 0,95 qui est la probabilité d'être dans cet intervalle est ce qu'on appelle mon taux de confiance.
Et quelle est la conclusion? Cet intervalle-là, il me sert à quoi? Eh bien, le voilà, c'est mon intervalle prévisionnel pour ma moyenne. Donc, maintenant, je vais pouvoir avancer la conclusion suivante. Vous prenez 100 pièces. Hein. Quand vous allez prendre 100 pièces dans la production, vous allez avoir donc 100 diamètres et vous allez faire la moyenne. Eh bien, moi, je vous annonce à l'avance, de manière prévisionnelle, que cette moyenne, normalement, devrait être dans cet intervalle. Et alors, par contre, j'ai un taux de confiance de 0,95, c'est-à-dire que je ne suis sûr de mon résultat qu'à 95%. C'est-à-dire que j'ai 5 chances sur 100 de me tromper. Si vous voulez que je me trompe moins, je vais augmenter mon taux de confiance. Qu'est-ce qui va se passer mécaniquement? Si vous voulez passer par exemple à 99, si vous passez à 99% de taux de confiance, eh ben c'est pas fois 1,96 qu'il faut faire, c'est fois 2,58. Donc du coup vous allez avoir un chiffre qui va être plus grand et vous allez avoir l'intervalle qui va augmenter. Et puis là, il suffit de réfléchir 2 secondes et c'est complètement évident. C'est que si vous voulez que je me trompe moins, eh ben je vais taper plus large et donc je vais augmenter la taille de mon intervalle de confiance, comme ça je serai plus sûr de rentrer dedans. Donc, bah oui, mais c'est pas du jeu, c'est-à-dire que si je veux moins me tromper, du coup je tape plus large. Et c'est là que on va devoir avoir un compromis en fait entre il faut que j'ai un taux de confiance qui soit suffisamment élevé pour que voilà je me trompe pas une fois sur deux, hein, mais 95 c'est déjà pas mal. Il faut que le taux de confiance soit suffisamment élevé, que ma fourchette d'estimation soit quand même suffisamment pas trop large. Et il faut aussi, parce que ça j'en ai pas tout à fait parlé, c'est que la taille de mon échantillon soit pas trop grande. Parce que j'ai dit tout à l'heure que je produisais 10 000 pièces par jour. Si j'en teste 5000, c'est-à-dire 1 sur 2, c'est peut-être beaucoup. Je ne vais pas passer mon temps à faire du contrôle qualité sur ma production. Donc là, il y a un compromis à avoir entre il faut que je teste suffisamment de pièces, mais pas trop pour que je passe pas mon temps à ça, pour avoir des fourchettes suffisamment précises, avec un taux d'erreur, hein, un taux de confiance suffisamment élevé, donc c'est-à-dire un taux d'erreur suffisamment faible. Et là, on va essayer d'ajuster de façon à ce que les 3 critères soient à peu près acceptables. Donc, l'autre phrase que j'ai dit, c'est que mes contrôles qualité successifs, normalement, sur l'ensemble de mes contrôles, j'aurai 95% des moyennes qui seront dedans. Et j'aurai 5 contrôles qualité sur 5 qui vont être hors à l'intervalle, c'est-à-dire les contrôles qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire où je vais dire ça marche pas alors qu'en fait ça marche. Bon. Voilà comment on fait un intervalle de confiance sur une moyenne. Alors il se trouve, je vous l'ai dit dans la vidéo d'introduction, que les calculatrices savent faire ça très bien. Et là j'ai fait un intervalle avec un taux de confiance à 0,95 et du coup je suis sur un taux standard, hein, c'est-à-dire j'ai utilisé mon fameux 1,96 que j'ai appliqué au sigma de ma loi de distribution. Mais si j'avais mis 92, ça par contre vous ne savez pas faire. Vous savez faire en direct que le 95 et le 99. Mais peu importe, ici, l'intervalle de confiance, je peux le faire à la calculatrice. C'est ce que j'explique un peu plus tard, mais je vous le fais en direct sur la Casio. En fait, voilà où ça se niche. Vous allez dans le menu Stat. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de construire un intervalle de confiance. Et bien regardez bien, F4, vous avez le menu INTR, intervalle. Là, on vous donne 2 possibilités. De faire un intervalle en Z ou un intervalle en T. L'intervalle en Z, c'est un intervalle de type loi normale. C'est-à-dire, c'est ce que nous, on est en train de faire. Le T, en fait, c'est pour la loi de Student. Ça, c'est un autre type d'intervalle de confiance qui est un petit peu plus fin et qui s'applique dans d'autres problématiques. Nous, ce qu'on fera, c'est toujours du Z. Z, c'est un peu l'autre nom de la loi normale, la loi Z. Et donc, vous allez appuyer sur F1. Et là, vous avez 4 possibilités. Vous allez faire du 1S, 2S, 1P, 2P. Qu'est-ce que ça veut dire 1S, 2S? C'est one sample, two sample. C'est est-ce que vous voulez tester un échantillon ou 2 échantillons? Parce que là, je pourrais très bien non pas avoir un échantillon, mais 2 que je fais en comparatif. Nous, ce qu'on est en train de tester, c'est un échantillon de taille 100. Donc c'est 1S. Le 1P et le 2P, ce seront sur des proportions, c'est-à-dire des pourcentages, c'est ce que je vois juste après. Donc je vais tout simplement faire 1S. Et là, je vais avoir des menus ici que je vais pouvoir remplir.
Alors, vous vous mettez en variable, toujours pareil. C level. C, c'est pour confiance. C'est le niveau de confiance. Le niveau de confiance, le taux de confiance, c'est le 0,95. Donc c'est là que vous allez mettre la probabilité, le taux de confiance de mon intervalle. Le sigma, c'est donc le sigma de la pièce d'origine. C'est-à-dire que là, il ne faut pas mettre le sigma collectif, le sigma de la moyenne, mais le sigma de départ, d'une pièce. C'est-à-dire que ma pièce, le x bar, je vais pouvoir le mettre ici, le x bar, donc c'était 150, et j'avais donc je reprends ici, un sigma qui était à 2. D'accord ? Donc ici, il faut faire attention, il faut mettre le sigma de votre pièce, de une pièce. Et après, oui, et vous faites un échantillonnage sur combien de pièces? Nous, on a dit qu'on faisait sur 100. Donc je répète, niveau de confiance 0,95, sigma, c'est le sigma d'une pièce, le x bar, c'est le x bar prévisionnel, attendu, c'est-à-dire c'est notre cote nominale, 150, et je vais faire un échantillonnage sur 100 pièces. Et quand vous allez appuyer sur exécute, vous retrouvez votre intervalle 149, 608, 150, 392, hein, avec les arrondis qui vont bien. Je vous reprécise qu'il faut toujours arrondir au supérieur le sigma, et donc que votre intervalle de confiance, quand vous allez faire vos arrondis, il faudra toujours l'agrandir. Jamais rétrécir un intervalle de confiance. Donc ici, à chaque fois, la borne gauche, il faudra toujours la diminuer, et la borne supérieure, right, l'augmenter. Toujours augmenter votre intervalle de confiance, jamais le rétrécir, parce que sinon vous allez perdre des données, et vous n'aurez plus 95% de vos données. Voilà comment on fait, de manière simple. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Vous avez 4 chiffres à mettre, le mu, le sigma, le niveau de confiance et la taille de votre échantillon. L'erreur, c'est de faire déjà la moitié du boulot à la place de la calculatrice et de rentrer le 0,392 qu'on a calculé ici. Non, 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 mettez le sigma d'origine, la calculatrice s'occupe de tout, va calculer le 0,392, en fait va faire tout le boulot qu'on a fait ici et vous donner directement le résultat. Bien évidemment, sur la Texas Instruments, c'est pareil. Vous allez aller dans le menu Stat, et là vous allez dans l'onglet Test. Alors, on va faire un intervalle de confiance en Z, Z étant intervalle de confiance suivi par une loi normale. Donc c'est le 7e menu, Z, INT, conf. C'est aussi le 7e ligne sur la TI-83. C'est pas libellé tout à fait pareil, mais c'est la même chose. On applique, et puis là, on va avoir la même chose. En fait, c'est la même chose que la Casio, mais c'est pas dans le même ordre. Donc on va mettre notre sigma. Notre sigma était donc de 2 mm. Notre x bar prévisionnel, c'était ce que nous on appelait mu, c'était 150 mm. Et donc, on a une taille d'échantillon qui est à 100, avec un niveau de confiance. Vous avez vu, la calculatrice a d'autorité, peut-être que c'était déjà fait comme ça sur la vôtre, mais mis 0,95. Donc c'est le même menu que sur la Casio, c'est juste que le niveau de confiance il est mis à la fin de la liste, alors que sur la Casio il est au début. Et puis après, on calcule, et vous retrouvez le même échantillon. Alors le petit inconvénient de la Texas, c'est que, vous voyez, il ne donne que 2 décimales. Nous on avait beaucoup plus de décimales sur la Casio, on avait 6 décimales. Là, il vous met ça sous forme d'intervalle, et du coup, on a un peu moins de précision sur la Texas. Mais bon, on va pas non plus être au centième ou au millième de millimètre sur notre donnée. Donc, voilà comment on peut faire une distribution d'échantillonnage sur une moyenne. Donc, pour une fréquence, je ferai ça dans la vidéo suivante, mais voyez donc, ici, pour trouver nos intervalles de confiance, j'ai fait ça à la main, mais vous voyez, à la machine, c'est vite fait, vous avez tous les menus qu'il faut pour le faire.